Nous allons voir dans cette vidéo le protocole de routage RIP, donc Routing Information Protocol, ainsi que la différence qui existe entre ces deux versions, donc RIP version 1 et RIP version 2. RIP est l'un des plus vieux protocoles de routage dynamique et il n'est que très rarement utilisé. Cependant, il est très intéressant d'en parler afin de bien comprendre le principe du routage dynamique. En réalité, il existe trois versions du protocole. Il y a la version 1, la version 2 et la version New Generation. On va pas parler aujourd'hui de la version New Generation, donc RIP-NG, car c'est une version qui fonctionne sous IPv6, contrairement à RIP-V1 et RIP-V2 qui fonctionnent sous IPv4. Pour aujourd'hui, on va se contenter de RIP-V1 et RIP-V2. On commence par la version 1, donc le protocole RIP, bien la version 1 a été inventée en 1988, c'est un protocole à vecteur de distance, donc c'est ce qu'on a dit la fois passée. La métrique utilisée est le nombre de sauts. Donc en maximum, il y a 15 routeurs qui peuvent être parcourus pour arriver à une destination, ce qui fait que tout routeur qui est situé au plus de 15 sauts est considéré comme inaccessible. Et donc on ne peut pas avoir un réseau où il y a plus de 15 routeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas configurer RIP au niveau d'un grand réseau. La distance administrative pour RIP elle est égale à 120. C'est un protocole qui ne prend pas en charge VLSM. Donc, au niveau de la version 1, on déduit le masque à partir de la classe. Donc, on prend en charge la notion de classe. Donc, quand on va envoyer des réseaux au niveau des messages de mise à jour, on va déduire le masque à partir de la classe. Pour l'envoi des mises à jour, il se fait chaque 30 secondes. Donc, chaque routeur informe ses voisins des réseaux qu'il connaît. Chaque 30 secondes, il envoie des messages de mise à jour. Il envoie ces mises à jour via l'adresse de diffusion. Et le numéro de port utilisé pour l'envoi, c'est UDP 520. Bien évidemment, on ne va pas utiliser TCP parce qu'on est en train d'envoyer ces mises à jour chaque 30 secondes. Et l'inconvénient, si on veut, au niveau d'utilisation de l'adresse de diffusion, c'est qu'on va inonder le réseau de messages de routage de manière inutile. C'est-à-dire qu'on va surcharger le réseau en quelque sorte pour rien. Et c'est l'un des inconvénients de RIP-V1. De nos jours, RIP-V1 est un protocole qui est obsolète, donc il n'est plus considéré comme étant un protocole utilisé, si on veut, entre parenthèses. Néanmoins, il est toujours supporté par la plupart des routeurs, qu'ils soient logiciels ou bien matériels. C'est-à-dire que même de nos jours, on peut effectuer des configurations du protocole RIP-V1. On passe maintenant à la configuration de ce protocole. Donc, on va énoncer la liste des commandes Cisco qui le permettent. Donc, il faut se positionner au niveau du mode de configuration du terminal au niveau du routeur et taper la commande RIP, routeur RIP, pardon. Donc, routeur RIP va nous permettre d'activer le protocole de routage RIP. Par défaut, c'est RIP V1. Ensuite, en tapant cette commande, on va entrer dans un mode de configuration de routage, donc router config. Et on a ici la commande network suivie de l'adresse IP du réseau qui est directement connecté au routeur qu'on est en train de configurer. Donc network suivi de l'adresse IP du réseau directement connecté permet d'annoncer les réseaux que connaît le routeur. Donc, par défaut, quand on ne configure pas de routage, le routeur connaît les réseaux qui lui sont directement connectés au niveau de ses interfaces. Et on peut le vérifier au niveau de la table de routage. Donc on aura l'apparition de lignes avec le type C, connected, pour les différents réseaux qu'il connecte. Donc le fait de taper cette commande permet de configurer RIP. C'est-à-dire que c'est les deux commandes basiques qui permettent de faire en sorte que le routage fonctionne et que la connectivité soit totale au niveau de la topologie. Donc, il faut taper autant de commandes du style network que d'interfaces actives. C'est-à-dire que si mon routeur a trois interfaces actives, donc au niveau de ces trois interfaces, il y a trois adresses IP différentes, il faudra taper la commande network, suivie de l'adresse IP du réseau, bien évidemment, trois fois. Donc si on fait ça au niveau de tous les routeurs, donc si on active RIP via router RIP, ensuite on annonce les réseaux qui nous sont directement connectés
au niveau de tous les routeurs de la topologie, on fera en sorte que qu'il y ait connectivité totale au niveau de la topologie. Bien évidemment, il y a des commandes en plus qu'on peut taper pour avoir une configuration qui soit, si on veut, plus optimale. Il y a la commande passive interface suivie du nom de l'interface et du numéro de l'interface, permet de faire en sorte qu'une interface au niveau du routeur soit passive. Une interface passive, c'est une interface où on ne va pas envoyer de mise à jour RIP. Généralement, les interfaces qui doivent être configurées de manière passive sont les interfaces où il y a un réseau local qui est connecté. C'est-à-dire qu'il y a uniquement des commutateurs, des PC, des terminaux, etc. Donc il n'y a pas un routeur qui est connecté au niveau de cette interface. Donc c'est une bonne chose à faire pour ne pas surcharger le réseau pour rien. Parce que si on ne le fait pas, le réseau local qui est connecté au routeur va recevoir les messages de mise à jour de routage. Et du moment qu'on sait que aucun routeur n'est présent au niveau du LAN, donc aucun équipement terminal ne va traiter ces messages-là. Pour les interfaces où il y a un routeur qui est en face, il faut bien évidemment ne pas taper cette commande. Si on la tape, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'envoi de mise à jour au niveau de l'interface. Donc on n'aura pas un réseau qui converge. Il y a la commande qui permet de désactiver le résumé automatique, donc c'est No Auto Summary. Il y a la commande Default Information Originate, c'est une commande qui permet de propager les routes par défaut. Donc, par défaut, lorsqu'on configure RIP, on va uniquement envoyer les réseaux qui sont directement connectés, ainsi que les routes qui sont apprises par RIP. On va pouvoir les apprendre. C'est-à-dire que si on a 3 routeurs, si le premier routeur envoie les réseaux qui sont directement connectés au deuxième routeur, donc il y aura l'apparition de lignes R au niveau de la table de routage. Et le routeur 2 va envoyer ces lignes au routeur numéro 3. Si par exemple au niveau du routeur 1, il y a une route par défaut qui est configurée, donc une route par défaut, elle a le symbole S étoile, c'est une route statique par défaut. Donc il n'y aura pas la propagation de cette route au niveau des autres routeurs. Donc ça c'est par défaut. Si on veut forcer le routeur à envoyer au niveau des messages de mise à jour la route par défaut, il faudra taper cette commande Default Information Originate. Elle va permettre de propager la route par défaut aux autres routeurs. Donc au niveau du routeur où la route par défaut est configurée, on aura une ligne avec le type S étoile. Au niveau des routeurs qui vont recevoir cette ligne-là, cette route par défaut, il y aura cette route par défaut avec le type R étoile. Il y a cette commande qui permet de redistribuer des routes statiques, par exemple. Donc si on tape le distribute static, on va propager les routes qui sont configurées de manière statique au niveau du routeur. Donc les routes avec le type S. Et au niveau des routeurs qui vont recevoir les mises à jour, où la route statique n'a pas été configurée, il y aura le symbole R, c'est-à-dire que ce sont des routes statiques apprises par RIP. Il y a Redistribute Connected, Redistribute RIP, mais bon, par défaut, le routeur propage les routes qui lui sont directement connectées ou bien apprises par le même protocole. Il y a même on peut faire en sorte de redistribuer les routes apprises par OSPF, donc Redistribute OSPF. Il y a la commande Distance et DA, donc distance administrative, on peut personnaliser la distance administrative. Donc par défaut elle est égale à 120, on peut la changer. Il y a aussi la configuration de ce qu'on appelle les timers. Donc au niveau de RIP, il y a 4 timers. Donc ces 4 timers donc, sont update, invalid. Donc U c'est update, le deuxième c'est invalid, le troisième c'est hold down, le HD, et le quatrième c'est flush. Donc ces 4 timers ont des valeurs par défaut. Et donc au niveau de cette commande, on peut changer les valeurs par défaut de ces timers. Pour le timer update, donc la valeur par défaut, elle est égale à 30 secondes. Ce timer symbolise la fréquence d'envoi de mise à jour. C'est-à-dire que chaque 30 secondes, on va échanger des messages de routage. On peut changer
ce timer en tapant cette commande. On va taper timers basic et au niveau du U, on va par exemple taper 20. Donc si on tape cette commande, bon, bien sûr, on va faire suivre 3 chiffres qui symbolisent les 3 autres timers. Si on ne veut pas les changer, on va taper les valeurs par défaut. Donc si on tape timers basic 20 suivi des 3 valeurs par défaut des 3 autres timers, on va faire en sorte qu'il y ait l'envoi de mise à jour chaque 20 secondes. Pour le deuxième, invalide, donc sa valeur par défaut elle est égale à 180 secondes. Donc ce timer considère l'itinéraire au bout de 180 secondes invalide et le place en mode hold down. Et là au niveau du timer hold down qui est par défaut aussi égal à 180 secondes, donc si ce timer arrive au bout, donc on va ignorer la mise à jour de routage concernant ce réseau. Et si le timer flush qui par défaut est égal à 240 secondes, donc si on arrive à terme de ce timer, on va carrément supprimer la route de la table de routage. Donc les valeurs par défaut, c'est 30, suivi de 180, 180 et 240. On peut les personnaliser. On peut les personnaliser tous ou bien quelques-uns. Il y a aussi des commandes qui permettent de vérifier. Donc avant ça, donc les commandes qu'on a vues maintenant, ce sont des commandes qui permettent de configurer le routage RIP et de personnaliser certains paramètres. Les commandes les plus importantes, c'est router RIP pour activer le protocole RIP et l'annonce des réseaux. Si on ne tape pas ces commandes-là, il n'y aura pas un souci de connectivité, mais plutôt de configuration plus ou moins personnalisée. Donc ça, c'est en plus, mais c'est bon de les connaître, bien évidemment. Maintenant, on a des commandes qui permettent de vérifier que la configuration du routage a bel et bien été faite. Donc il y a la première commande qui est show IP route. Donc on va taper toutes ces commandes au niveau du mode utilisateur privilégié. Donc show IP route va permettre d'afficher la table de routage. Donc si on configure bien RIP, il devrait y avoir des ajouts de lignes avec type R. Donc là, on peut savoir si on est en train de recevoir des messages RIP ou pas, par exemple. Il y a show IP route, une adresse IP pour avoir des informations concernant un réseau spécifié. Il y a show IP route RIP pour voir uniquement les routes apprises par le protocole RIP. Donc on ne verra pas toute la table avec les routes directement connectées et les routes statiques et les routes apprises par d'autres protocoles. On verra uniquement les routes apprises par le protocole RIP. Il y a la commande show IP interfaces brief, c'est pour avoir des informations concernant les interfaces du routeur. Il y a show IP protocols qui permet d'avoir des informations concernant le processus de routage. Donc il y a au niveau de cette commande le listing des interfaces qui participent au protocole de routage. Il y a aussi des informations concernant les timers, etc. Donc on a une panoplie d'informations concernant RIP qu'on a configuré. Et à debug IP RIP, donc c'est pour faire en sorte de voir les messages de mise à jour RIP envoyés et reçus. Donc on les verra au niveau de la ligne de commande avec comme premier symbole pourcentage. Donc dès qu'on a pourcentage et un message, c'est un message système. Donc on verra ces messages RIP de cette forme-là. Et si on veut arrêter le débogage, on tape la commande undebug all. C'est pour arrêter l'apparition des messages RIP envoyés et reçus au niveau de la ligne de commande. Parce que si on continue à configurer autre chose, ça peut déranger, en quelque sorte. Donc voilà l'exercice qui a été donné en salle de TP pour la configuration du protocole RIP v1. On aura l'occasion de voir la configuration en détail dans une autre vidéo. On passe maintenant au protocole de routage RIP v2. Donc RIP v2, c'est une amélioration du protocole RIP v1. Donc il a été inventé en 1993. Donc il y a eu nécessité d'améliorer RIP v1 parce que la notion de classe a été abolie. Dès que la notion de classe a été abolie, dès qu'il n'y avait plus cette notion de classe et de masque pour chaque classe, etc. Et donc il fallait toujours maintenant accompagner une adresse IP
du masque. Et donc maintenant, il y a problème au niveau de RIP v1 parce qu'au niveau de RIP v1, au niveau des messages de mise à jour, on envoie uniquement l'adresse IP du réseau. On n'envoie pas le masque. Et donc, on a amélioré RIP v1 en RIP v2. Donc, il garde les mêmes caractéristiques, sauf que maintenant, au niveau des messages de mise à jour, on va envoyer le masque. Donc, il y a un ajout d'un champ au niveau du message pour le masque. Toujours, c'est la même métrique, le nombre de sauts, c'est toujours la même distance administrative. C'est un protocole qui prend en charge maintenant la notion de sous-réseau, il prend en charge aussi VLSM. Si on configure notre topologie avec des sous-réseaux qu'on a calculés via VLSM, on va pouvoir adresser notre réseau. Tandis qu'au niveau de RIP v1, ce n'était pas possible. Parce que si on saisissait par exemple 10.0.0.0/24, il va croire que 10.0.0.0 est un /8 parce que 10.0.0.0 est une adresse IP qui appartient à la classe A. Alors, l'envoi de messages de mise à jour, c'est toujours chaque 30 secondes, donc c'est la même chose que RIP v1. Maintenant, l'adresse IP d'envoi de ces messages de mise à jour, c'est plus l'adresse de diffusion, mais c'est une adresse de multidiffusion. C'est cette adresse-là, précisément, donc 224.0.0.9, qui est utilisée pour l'échange d'informations de routage. Donc, dès qu'un routeur est activé, dès qu'on active au niveau d'un routeur le protocole RIP v2, il va être inscrit à un groupe de multidiffusion. Et donc, il y aura uniquement les routeurs du groupe qui vont recevoir les messages de mise à jour. Donc, on va encombrer de moins en moins le réseau par des messages de routage. C'est toujours le même numéro de port UDP 520. Donc, le petit plus avec RIP v2, c'est que ça prend en charge l'authentification des messages de mise à jour. Donc, soit via texte brut ou via le processus de hachage ND5. Donc, l'authentification, ce processus-là, ça va permettre d'authentifier les messages qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on peut savoir si vraiment ce sont des messages qu'on reçoit de la part d'un routeur, du routeur voisin. C'est ce qui n'existait pas au niveau de RIP v1. Pour les commandes, donc c'est les mêmes. Donc il y a routeur RIP pour activer le protocole de routage. Le seul plus qu'il y a, c'est la version. Donc il faut activer la version 2 du protocole RIP. Donc il faut forcer le routeur à utiliser la version 2. Pour l'annonce des réseaux, c'est la même commande. Pour la configuration d'interface passive, c'est la même. Pour la désactivation du résumé automatique, pour la propagation des routes par défaut et pour la redistribution des routes statiques, pour la configuration de la distance administrative et pour les timers, c'est toujours la même chose que RIP v1. Il y a juste cette commande qu'il faut insérer. Donc si on tape la commande router RIP suivi de version 2 suivi de l'annonce des réseaux qui sont directement connectés, on peut dire qu'on a configuré le protocole de routage RIP v2. Si on le fait au niveau de tous les routeurs, il y aura une connectivité totale. Donc, il y aura connectivité totale maintenant, quelle que soit l'adresse IP réseau qu'on utilise, qu'elle soit de classe ou pas. Au niveau de RIP v1, si on prend en considération une topologie avec un sous-adressage, il y aurait des problèmes, surtout dans le cas de réseaux qui sont discontinus. Les mêmes commandes de vérification, donc show IP route, afficher la table de routage, afficher les informations concernant une route spécifique, afficher les routes apprises uniquement par le protocole RIP, afficher les informations concernant les interfaces du routeur et afficher les informations concernant le processus de routage, les timers, etc. Et l'affichage des messages de routage envoyés et reçus. Donc c'est les mêmes commandes qui existent, sauf qu'il y a la commande en plus qui est l'activation de la version 2. Si on veut rebasculer vers la version 1, il faut juste taper version 1 pour dire maintenant le routeur utilise le protocole de routage RIP v1. Concernant l'authentification maintenant, il y a aussi des commandes qui permettent de configurer cette authentification. Donc il y a la création d'une chaîne de clés un numéro de clé qu'on va créer, le mot de passe en question. On entre en mode de configuration de l'interface.
au niveau de l'interface où on va recevoir les messages de mise à jour de routage et on va activer l'authentification MD5. Donc voilà. Le problème avec ces commandes, c'est que elles sont pas supportées par Packet Tracer, donc on ne peut pas les tester au niveau du logiciel. Néanmoins, ce sont des commandes qui permettent de configurer l'authentification au niveau du protocole de routage RIP V2. Bien évidemment, l'authentification des messages de mise à jour de routage. Voici aussi la topologie proposée pour la configuration du routage RIP V2, avec maintenant une adresse réseau qu'il faut découper en sous-réseau. Et donc, il y a aussi l'utilisation d'un plan d'adressage obtenu par VLSM, puis la configuration du routage, et on verra que au niveau de RIP V2, ça va marcher. Au niveau de RIP V1, on avait proposé des adresses de classe. Et on a donné les adresses pour chaque réseau au niveau de la topologie. On va voir maintenant un cas de figure dans le cas où il y a une panne au niveau du réseau et comment va se comporter RIP dans le cas d'une panne. Supposons qu'on a un réseau où il y a R1, R2, R3, donc on a une topologie constituée de 3 routeurs qui sont reliés entre eux. R1 et R3 relient respectivement 2 LAN. Donc R1 relie à son niveau LAN A et R3 relie à son niveau LAN B. On a un plan d'adressage à titre d'exemple. Donc le réseau 192.168.1.0 concernant le LAN A. Le LAN B, ça sera 192.168.2.0/24. Les réseaux point à point, donc R1 et R2, on a l'adresse 210.210.210.0/24. Et le réseau point à point R2, R3, ça sera 220.220.220.0/24. Donc voici la topologie où on va faire une étude où il y a une panne. On suppose, donc on a aussi les adresses des interfaces des routeurs, on en aura besoin au niveau des tables de routage. Donc ça c'est point 1 au niveau de R2, point 2 au niveau de R1. De l'autre côté, c'est toujours point 1 au niveau de R2 et point 2 au niveau de R3. On suppose que le LAN B tombe en panne. On suppose que le LAN... Bon, avant ça, on va donner les tables de routage des différents routeurs. Donc on va lancer la commande show IP route au niveau de R1. On aura R1 qui connaît deux réseaux. Il connaît le réseau 192.168.1.0 et il connaît le réseau 210.210.210.0/24. Les réseaux qu'il ne connaît pas, les réseaux qui sont distants par rapport à R1 sont les deux autres réseaux qu'il a appris par RIP. On va supposer qu'il y a une connectivité totale au niveau du réseau et que le protocole RIP a été configuré. Pour R2, il connaît les deux réseaux 210, 210, 210, 0 et 220, 220, 220, 0. Donc il y a connected. Et il ne connaît pas les deux réseaux des deux LAN. Donc LAN A et LAN B, il les a appris par le protocole RIP. Donc pour aller au LAN B, on passe par R3, l'adresse .2. Et pour aller au LAN A, on passe par R1. Concernant la table de routage du routeur 3, donc le routeur 3, il connaît le réseau du LAN B, 192.168.2.0. Donc il y a le C ici, et il connaît le réseau 220.220.220.0. Il ne connaît pas les deux autres réseaux, il les a appris par RIP. Et pour aller vers ces deux réseaux, il faut passer par R2. Bien évidemment par cette adresse-là, point 1. Adresse IP de l'interface du routeur voisin. Et on a aussi les distances administratives, donc c'est 120 parce que c'est RIP, et on a le nombre de sauts pour aller vers les différents réseaux locaux. Supposons maintenant que le LAN B tombe en panne. Donc le LAN B, il n'est plus joignable. C'est-à-dire que il y a le câble par exemple entre R3 et l'un des équipements du LAN B qui a été enlevé par exemple. Donc on va supposer maintenant que le LAN B il est
injoignable. Lorsque le LAN B il est injoignable, première étape, c'est qu'au niveau de R3, on va supprimer la ligne concernant le réseau qui nous est directement connecté au niveau de R3. Donc on va supprimer le réseau 192.168.2.0. Entre-temps, on reçoit une mise à jour RIP de la part de R2. On sait que pour les protocoles à vecteur de distance, on envoie l'intégralité de la table de routage. Donc R2 va nous envoyer sa table de routage. Au niveau de sa table de routage, il y a une ligne concernant le réseau 192.168.2.0 et dès que R3 va recevoir cette mise à jour, il va ajouter une route au niveau de sa table de routage. Donc la route concernant le réseau qui est tombé en panne, il va dire que cette route, je l'ai apprise par RIP. Et je dois passer par le R2. Ce qui n'est pas logique. Donc, au niveau de la topologie, c'est faux. Sauf que si on utilise la philosophie de RIP, ça se passe comme ça. Donc, dès qu'un réseau il est injoignable à mon niveau, je supprime sa ligne au niveau de ma table de routage. Cependant, je reçois des mises à jour RIP où ce réseau il existe toujours. C'est-à-dire que R2 et R1 n'ont pas été informés que le réseau du LAN B est tombé en panne. Maintenant, du moment qu'au niveau de R3, nous avons cette ligne-là, il va, par exemple, donc il y a 30 secondes qui sont passées, il va envoyer aussi une mise à jour à R2. Et R2, il va mettre à jour sa métrique, donc ça sera le passage par 3 routeurs. Donc à chaque par exemple, si on reçoit une route RIP de la part d'un routeur, on va ajouter un +1. Bada, R2 va envoyer un message RIP à R3 et donc il y aura un +4, etc. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une bulle RIP qui est polluée, c'est-à-dire qu'on a des informations qui sont erronées. Et donc on a aussi une boucle qui ne va pas s'arrêter, alors que LAN B, il est injoignable. Donc dans ce cas de figure, on a deux problématiques. Donc la première problématique, c'est que pourquoi R2 annonce à R3 un réseau qui lui est directement connecté. Donc le LAN B, c'est un réseau que connaît R3 uniquement. Donc pourquoi c'est R2 qui doit informer R3 quant à l'existence du LAN B, alors qu'au préalable, R2 a appris l'existence du LAN B via R3, parce qu'il n'y avait que R3 qui connaissait le LAN B. La deuxième problématique, c'est que lorsque R2 a senti que le LAN B est devenu injoignable, il aurait pu annoncer aux autres routeurs, donc R1 et R2, qu'il avait perdu un réseau qui lui était directement connecté. Donc ça aurait aidé. Donc si on pouvait informer les autres routeurs qu'un réseau est tombé en panne, donc les R1 et R2 vont s'en rendre compte et donc ils vont le supprimer au niveau de leur table de routage et ils ne vont plus l'envoyer. Il y a aussi la problématique de l'envoi du réseau qui est directement connecté à un routeur. Donc pour solutionner ces problématiques, donc il y a deux solutions. Pour la première problématique, donc pourquoi R2 annonce à R3 un réseau qui lui est directement connecté, la solution c'est ce qu'on appelle le découpage d'horizon. Le principe c'est de ne jamais envoyer d'informations inutiles aux voisins. Donc par défaut, comme j'ai dit, au niveau des protocoles à vecteur de distance, l'idée c'est d'envoyer l'intégralité de la table de routage. Maintenant, en utilisant cette solution de découpage d'horizon, on va envoyer uniquement les réseaux qui nous sont directement connectés nous-mêmes. On ne va pas envoyer à R3 par exemple les réseaux qui lui sont directement connectés. Donc l'avantage c'est qu'on va diminuer en bande passante lors de la tenue dynamique des tables de routage. Donc on va envoyer de moins en moins d'informations parce qu'on a éliminé certaines informations qui sont inutiles. Et le deuxième avantage, le plus important, c'est qu'on va prévenir des boucles. Donc il y a la prévention de bouclage. Donc heureusement, par défaut, le découpage d'horizon, il est activé au niveau de RIP. Donc on n'a jamais ce problème. On a évoqué ce problème en utilisant la définition de RIP. Donc du moment qu'il envoie sa table de routage
de manière intégrale, donc il se peut que R3 reçoit une route que R2 a prise par RIP par sa part, alors qu'au niveau de R3, le réseau qui lui est directement connecté est tombé en panne. Donc quand R3 verra au niveau de R2 la ligne 192.168.2.0 apprise par RIP, du moment qu'il ne la connaît pas maintenant, elle n'existe pas au niveau de sa table de routage, il va l'ajouter. Sauf qu'au niveau de RIP, au niveau de ce protocole, il y a cette notion où on n'envoie jamais des informations inutiles aux voisins. Pour solutionner maintenant, pour désactiver le découpage d'horizon, il suffit de se positionner au niveau du routeur en mode de configuration de l'interface, donc l'interface par laquelle on envoie et on reçoit des mises à jour, et on va taper la commande No IP Split Horizon. Ça va désactiver le découpage d'horizon. On peut le désactiver peut-être pour des tests. Il y a aussi cette solution de découpage d'horizon, elle pose problème dans le cas des réseaux frame relay. Mais sinon, par défaut, dans RIP, le découpage d'horizon, il est activé. Maintenant, pour solutionner la deuxième problématique, donc R3 aurait pu annoncer au routeur R2 et R1 qu'il avait perdu un réseau qui lui était directement connecté. Donc la solution, c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement de route. Le principe, c'est d'envoyer au voisin un message tout en signalant que le réseau est injoignable. Donc dès que le réseau, par exemple R3, LAN B au niveau de R3 est injoignable, il faut informer R2 et R1 que LAN B il est injoignable pour que R2 et R1 puissent supprimer la ligne concernant LAN B au niveau de leur table de routage pour qu'il n'y ait pas aussi une incohérence au niveau du réseau. On va signaler que le réseau il est injoignable via ce qu'on appelle la métrique infinie. Dans le cas de RIP, ça sera, du moment que la métrique maximale c'est 15, donc la métrique infinie concernant RIP, ça sera 16. Donc si j'envoie aux autres routeurs un message de mise à jour où j'ai ce réseau-là avec une métrique qui est égale à 16, R2 et R1 vont comprendre que le LAN B est injoignable. Et donc, ils vont le supprimer au niveau de leur table de routage respective. Ce mécanisme, il est actif par défaut dans RIP et il ne peut pas être désactivé. Donc, si on veut, RIP pense à solutionner ces deux problématiques. Nous avons abordé ces deux problématiques en se basant sur le principe théorique de RIP. Donc, au niveau du protocole lui-même, il y a des mécanismes qui permettent de bypasser certains problèmes, comme c'est les deux qu'on a vus. Donc, il y a le découpage d'horizon et l'empoisonnement de route. Donc, au niveau de cette vidéo, on a pu voir une vision assez globale du protocole RIP, beaucoup plus sa configuration. On verra dans les prochaines vidéos la configuration du protocole RIP v1 au niveau d'une topologie réelle, ainsi que la configuration de RIP v2 au niveau d'une topologie réelle.